Comment il s'appelle l'autre enculé qui a écrit le scénar là? Ça passe. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui ne craint pas les coups de soleil puisqu'il bosse tout l'été pour vous apporter le meilleur de sa vidéothèque magique. Cette semaine, on ouvre un nouveau chapitre de notre grande encyclopédie du cinéma mondial à la lettre S pour Tony Scott. Oui, Tony et pas Ridley, vous allez vite comprendre pourquoi. Au-delà de Top Gun et des décharges aériennes homo-érotiques de Tom Cruise et de Val Kilmer, il y a énormément à prendre dans la filmographie de ce très sous-estimé monsieur qui nous a quittés il y a 3 ans tout pile, et le trio qui m'accompagne ne dira certainement pas le contraire. Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, Nos Ciné spécial Tony Scott, 4e numéro de notre vidéoclub de l'été, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Moins connu, moins reconnu que son frère Ridley, réalisateur d'Alien et de Blade Runner et de tout un tas de films ratés depuis ses 2 chefs-d'œuvre initiaux, Tony Scott n'aura pas été traité à la hauteur de son talent au cours de sa vie, à laquelle il a décidé de lui-même de mettre un terme le 19 août 2012. Et pourtant, il y a beaucoup à dire de sa filmographie riche en grands moments de cinéma d'action. On pourrait citer Spy Game, Man on Fire, Le Fan ou encore Le Dernier Samaritain. 1991, Bruce Willis joue un détective privé au bord de la crise de nerfs qui protège l'ex-quarterback Jimmy Dix, interprété par Damon Wayans, embarqué dans un complot qui nous emmène dans les arcanes du foot américain corrompu jusqu'à la moelle. This ain't no game, Flash. Danger's my middle name. Mine's Cornelius. Tell anybody I kill you. Du sport, de l'action, des synthés, des blagues, Bruce Willis, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux finalement? Je ne sais pas. On en pense quoi de ce Dernier Samaritain aujourd'hui, Daniel? Alors, je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai pris beaucoup plus de plaisir qu'à l'époque. Sans doute parce qu'on a tous une nostalgie un peu de ces films années 80, ces films un peu patates, une espèce de... C'est des années 90 en l'occurrence. Mais... Ouais, enfin, tu vois, c'est l'esprit années 80. Tu vois, c'est l'espèce de buddy, tu vois. C'est un buddy movie, oui, tout à fait. Il y a une espèce de bromance improbable et surtout, c'est un film vraiment passablement débile. C'est sans doute le film le plus idiot de sa filmo et c'est peu dire s'il y en a eu. Et pourtant, c'est un film dont tu prends plaisir et qui résume un peu tout Tony Scott, c'est-à-dire que pendant 2 heures, tu sais que tu vas prendre plaisir. En fait, et c'est ça qui me ressort de The Last Boy Scout, c'est vraiment que tu prends plaisir, vraiment un pied complètement viscéral à ce film-là. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Non. T'as pas pris ton pied là-dessus? J'ai pris mon pied, mais je suis pas d'accord sur le fait que c'est un film débile. Vas-y, c'est pas... Passablement idiot quand même. Le truc, c'est que j'adore le film pour des raisons, aussi pour Tony Scott évidemment, mais pour moi, Le Dernier Samaritain, c'est surtout un scénario de Shane Black en fait, avant toute chose. Et ce qui est très intéressant dans la carrière de Tony Scott, c'est que c'est le premier film en fait qu'il a décidé de faire juste après Jour de tonnerre, qui a été un bide. Dans la carrière de Tony Scott, c'était censé être le fireproof hit, comme ils disent aux États-Unis, en fait, chez les studios. Ça devait être Top Gun sur des courses de NASCAR. Et le truc, c'est qu'ils ont lancé la prod sans scénar, sans rien du tout. Et le film s'écrivait au jour le jour. Il tournait les scènes le lendemain. En fait, c'était Robert Towne qui écrivait ça, qui brodait en fait autour du truc. Et la phrase de Tony Scott à l'époque, c'était on pensait qu'il suffisait de montrer Tom Cruise au volant d'une bagnole en train de fumer un cigare et ça suffisait pour faire un carton. Et c'est ce jour-là, en fait, quand il s'est rendu compte que le film a été un bide, qu'il a décidé de choisir des vrais scénarios pour les films. Donc le projet suivant, c'était Le Dernier Samaritain, écrit par Shane Black, qui moi je considère comme un des meilleurs scénaristes des années 80-90 aux États-unis, dans le système hollywoodien. Et c'est un grand scénar qui a été un peu perverti effectivement par les studios, qui a été retouché par Shane Black lui-même. Et c'est là où je considère que ce n'est pas un film débile, donc. Oui, mais... C'est que attends, j'ai terminé. Non, ce que j'entends par là, c'est que c'est le film d'une personne qui a énormément souffert et qui l'a projeté dans son scénario. C'est un film sur la rupture de Shane Black, il le disait lui-même. Et le personnage de Joel Beck, qui est interprété par Bruce Willis, qui est une espèce de figure mythologique du privé remise à la sauce années 80-90, diffuse en fait tout ce mal-être dans le film, qui est effectivement un peu on peut dire le cul entre deux chaises, parce que c'est à la fois un film très fun et à la fois un film très empreint de ce malaise du personnage, quoi. Et c'est pas étonnant en fait qu'un personnage qu'un réalisateur comme Tony Scott s'intéresse à ce type de personnage-là. Son film suivant, ça sera True Romance, c'est pareil, c'est un film de scénariste aussi. Et je pense que c'est un film sur lesquels il a fait ses classes en tant que réalisateur, c'est-à-dire en tant que d'abord illustrateur de talent, mettre bien en scène le projet en fait. Et ce qui finira, à mon sens, plus tard par s'approprier totalement le projet, mais on va y revenir, je pense, plus tard. Voilà. Donc, David.
Ouais, parce qu'effectivement, il y a deux choses avec ce scénario, c'est que c'est une compilation de scènes d'anthologie. D'ailleurs, ça commence dès le début du film avec une séquence d'ouverture qui est hallucinante dans un stade de foot américain où le runner-back va sortir un flingue et buter 3 mecs avant de faire le touchdown et de se flinguer devant tout le monde. D'ailleurs, on ne comprend pas ce que cette scène vient faire là dans le reste du film, mais ça permet de planter l'ambiance. Et l'autre truc qui est quand même très important dans ce film, c'est Bruce Willis. Je pense que très régulièrement dans la filmo de Tony Scott, finalement, c'est peut-être aussi pour ça que sa renommée n'est pas si importante, c'est qu'il s'efface derrière les stars et il donne des écrins géniaux pour les grosses stars du cinéma d'action. Ici, c'est Bruce Willis qui venait en plus de se remettre d'un échec avec ce film dont j'oublie tout. Hudson Hawk. Hudson Hawk, ouais, voilà. Et en plus, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à Hudson Hawk. Mais moi, j'adore ce film. Qui est pas si mal. Je suis d'accord aussi, qui est totalement regardable. Je défends aussi Hudson Hawk. Et en fait, moi, je vois presque Le Dernier Samaritain comme un chaînon manquant au milieu des Die Hard. Notamment le personnage en fait de Bruce Willis peut assez bien s'intégrer. Alors c'est pas un flic, il est un ancien des services secrets. Un ancien des services secrets, mais il a un peu le côté loser, les problèmes avec sa femme. Avec cette scène magnifique de tromperie quand il cherche l'amant partout dans la maison. Il a un débardeur. Il a un débardeur, il galère bien. À la fin, il est au milieu des voitures de flics en héros qui retrouvent le calme. Et je trouve que ça fait plutôt bien le lien. Et ça permet surtout effectivement à Tony Scott de mettre en scène des scènes d'anthologie. À un moment, voilà, il y a faut revoir le film parce que c'est blindé de scènes incroyables. La scène de fin est géniale. Un peu absurde. No spoiler, pas de spoiler. On spoil pas la scène de fin. On dit pas que Bruce Willis gagne. On trouve sa femme et que. Voilà. Vous pouvez s'y attendre. Le truc, c'est que c'est un film assez terminal parce que c'est même après ce film-là, je crois que c'est John McTiernan qui a carrément cité des plans entiers du Dernier Samaritain dans Last Action Hero, qui était aussi écrit par Shane Black. Mais moi, je le vois vraiment comme un premier. C'est pas tout à fait un premier exercice d'illustration en fait, au sens propre du terme en fait de Tony Scott, parce que il avait déjà essayé de faire un film comme ça à la fin des années 80 qui s'appelait Revenge, qui était adapté. Et moi, j'aime pas du tout. Je sais que c'est. Vous êtes d'accord complet. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que j'ai essayé de le revoir ces dernières années. Justement, il avait fait un director's cut qui était plus court que la version de l'époque, quoi. Et moi, je trouve que ça fonctionne pas émotionnellement, alors que justement, dans Le Dernier Samaritain, c'est effectivement un film qui aurait pu être complètement con, comme tous les films, dans l'absolu, si justement l'aspect émotionnel du film ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que si cette histoire d'amour entre Bruce Willis et sa femme, en fait, n'était pas là. Et c'est tout le problème du film, c'est qu'il a été vrillé par les studios. Les studios on dit à Shane Black, les problèmes de Bruce Willis avec sa femme, on les a déjà dans Die Hard. Donc on veut pas les traiter, donc tu vas te concentrer sur, par exemple, les problèmes de Bruce Willis et sa fille. Ce qui est pas forcément les passages les plus intéressants du film. Mais le personnage de la fille est assez intéressant, et chose assez rare, je trouve que l'actrice qui joue la gamine est pas mal du tout. Enfin, elle a des répliques elle s'est bien sentie et elle s'en sort très bien. Et je pense que dans un film aussi de Shane Black comme Iron Man 3, il y a toute une redite justement de ce personnage de gamin. On reverra jamais. T'as même une scène comme ça dans l'Arme Fatale. En fait, le gamin un peu witty qui en. Bien sûr. Non, mais ça c'est une figure en fait qu'il a toujours utilisée dans son cinéma, dans son écriture. Mais là où tu as raison, c'est qu'il se fait vriller aussi par les studios et on le sent vraiment. Mais c'est sa rencontre, je pense, avec Bruckheimer et Don Simpson. Bruckheimer, pardon, et Don Simpson, qui vraiment le vrille complètement. Le Dernier Samaritain, ça se trouve en DVD, VOD. Et c'est moi qui parle. On continue notre balade dans la je voulais dire, c'est pas produit par Bruckheimer. C'est pas possible. C'est ça qui l'a perturbé. Ça te dérange pas, ça va, vous êtes canard, ça. On continue notre balade dans la filmographie de Tony Scott. What's your problem, Kazansky? You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air, you're unsafe. Inspector T, how you doing? Where the fuck you been, Foley? And what the fuck is this? Sometimes a girl has to be naughty in order to get herself out of a jam. I'll give you a lap dance. Fuck you, bitch, man! Fuck you, bitch! Sit down. 2 ans après Le Dernier Samaritain, 1993, Tony Scott rattrape par le fond de la culotte un projet de film signé Quentin Tarantino baptisé True Romance. L'association entre les deux grands fauves du cinéma américain fonctionne à plein tube. True Romance reste le film culte de Tony Scott, porté par le duo ravissant que forment Christian Slater et Patricia Arquette, un couple d'amoureux embarqués dans une aventure mafieuse qui les dépasse à base de valises pleines de coke et de références à Elvis Presley.
Ah, ça c'est Graceland de Charlie Sexton. On note qu'il y a une apparition mémorable d'Elvis dans le film. Elvis lui-même, que c'est Val Kilmer qui l'interprète, mais on voit pas son visage. Puis c'est rigolo quand même. On en pense quoi de True Romance aujourd'hui, Stéphane ? Alors tu disais que c'était un film culte, c'est vrai. Oui. C'est le même, je pense, le film le plus apprécié de Tony Scott. Sans doute. Mais c'est un bide. Ça a été un bide quand c'est sorti en salle. Personne ne l'a vu. C'est le cas de plein de films cultes quand même. Oui, mais le truc, ce qui est très intéressant avec ce film-là, c'est que alors pour le coup, c'est à la fois un film de Tarantino, vraiment un scénario de Tarantino, et ça se sent dans les dialogues, dans l'écriture. Lui-même le revendique comme tel. Oui. D'ailleurs. Et aussi un film de Tony Scott, parce que c'est un film sur lequel Tony Scott a vraiment mis la main dessus. C'est son premier director's cut, je crois, aux États-Unis en fait. Il a été produit par la France aussi, il me semble. C'est Samuel Hadida qui avait acheté le script et qui lui avait donné les clés en main. À la base, ça devait être fait par William Lustig. Donc c'était vraiment conçu comme une petite série B, qui est devenu un plus gros film en fait à cette époque-là. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'on sent vraiment l'amour de Tony Scott pour ses personnages, pour ces deux petits personnages. C'est une relecture aussi de La Balade sauvage, c'est comme ça que l'a envisagé Tony Scott à l'époque. Voilà. Donc il y a une logique derrière de citer les cinéastes qui fera de temps en temps en fait dans sa carrière. Il avait fait la même chose avec Ennemi d'État et Conversation secrète de Coppola. Donc voilà, moi je pense que c'est le premier film où on peut vraiment ressentir la patte de Tony Scott, celle qu'on connaît en fait avec le temps. Ouais, c'est pas un film qui a été vu à l'époque de sa sortie, quoi. Et c'est aujourd'hui un classique pour moi, un déboulonnable, il a pas bougé, c'est assez formidable. Et pour le gosse que j'étais en fait quand j'ai vu le film à l'époque, c'était incroyable de voir des personnages comme ça en fait qui nous parlaient, qui étaient des fans de cinéma, qui n'arrivaient pas forcément à avoir de nana, qui n'arrivaient pas forcément à avoir de se sortir de la tête de leurs comics, de leurs films, qui voyaient des films que personne ne comprenait, comme les films de Sonny Chiba et ce genre de choses, et de voir qu'un film parlait de nous intimement en fait et nous transformait quelque part en héros d'action, c'était assez touchant. En tout cas, quand tu as 17 ans, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Daniel. Ce qu'il faut savoir, c'est que True Romance, déjà dans le titre, est une référence à un style de comics. C'est les comics romantiques qui ont peuplé les années 60 et 70, qui étaient destinés, ça peut remonter jusqu'à la Seconde Guerre. Les années 40-50. Et qui étaient destinés aux filles principalement. Et évidemment, ils sont disparus au moment où la pilule est arrivée. Et du coup, Quentin Tarantino a souhaité donner tout un aspect vraiment personnel sur ce style de romantique. Qu'est-ce que ça serait une romance à la Tarantino ? Et je pense que c'est pour ça que True Romance, c'est sans doute son film le plus personnel, parce qu'il s'implique vraiment lui-même de le décrit comme ça, vraiment. Oui. David ? Moi, je pense que c'est même encore aujourd'hui le meilleur script de Tarantino, qui a bénéficié de quelque chose de très important avec la réalisation de Tony Scott. C'est le changement de la fin, qui a un vrai impact très important sur le film, qui est que... alors je ne sais pas si je peux raconter la fin. Allez, spoilons la fin. Il y a deux fins, précisément. En fait, il y a deux fins. Ouais, mais ce qu'a changé Tony Scott, c'est dans le script original, le personnage principal devait mourir, et Tony Scott a opté pour le happy end. On les voit à la fin avec leur fils qui s'appelle Elvis. Et voilà. Et ce qui permettait notamment d'enlever l'aspect cynique et ironique qui était peut-être présent dans le script original de Tarantino. Même la notion de True Romance, au-delà de la référence aux comics, était aussi, je pense, originellement une référence ironique. C'est-à-dire, en fait, c'est une fausse romance parce qu'en fait, elle le menait en bateau et elle a fait tout ça pour l'argent. Et finalement, dans le film, la romance est réelle et c'est vraiment une vraie histoire d'amour avec un happy end. Et finalement, voilà, une comédie romantique passée au prisme du cinéma d'action et du personnage, comme tu disais Stéphane, voilà, de geek, cet environnement de geek. Le truc qui est intéressant avec True Romance, c'est qu'à la base, c'est un film que Tony Scott a aplani. C'est-à-dire, c'était écrit comme Pulp Fiction ou tous ces scénarios, en fait, où c'était raconté de manière morcelée. Et lui, il a décidé de le raconter de manière linéaire. Et surtout, il a eu un gros problème avec Tarantino qui ne voulait pas que le film soit réécrit, que la fin soit réécrite. Tarantino était allé voir en lui disant « Tony, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire une fin à la Hollywood, à la con, etc. etc. » Et le truc qui s'est passé, c'est que Tarantino lui-même a reconnu son erreur quand il a vu la façon dont le film était filmé, parce que le film est filmé comme une espèce de rêve éveillé, effectivement, un aspect romantique très, très poussé qui n'aurait pas forcément été là dans le script et qui n'aurait pas forcément été là en fait si William Lustig l'avait réalisé, parce que c'est un réalisateur plus sec, plus série B, quoi. Et du coup, en fait, l'idée d'en faire un happy end à la fin, de finir le film par un happy end, ça fonctionne totalement dans cette espèce de conte de fées absurde, parce qu'en fait, c'est du pur cinéma. On peut pas acheter ça comme ça. Je veux dire, même le personnage d'Alabama, c'est
trop belle pour être vraie, voilà. Donc mais c'était la volonté de Tony Scott, et c'est là où on sent que le réalisateur a mis vraiment sa patte sur le film et s'est dit je me l'approprie et j'en fais mon propre film, quoi. Et du coup, c'est une des meilleures collaborations parce que quand tu vois à l'époque il y avait Tueur Né. Voilà, ça c'est le pendant noir en fait d'une collaboration avec un autre cinéaste où c'est raté, quoi. Un peu raté. Et il y a un autre aspect que je trouve magnifique du film et qui est lié à la relecture de La Balade sauvage, c'est la musique, qui est une réécriture par Hans Zimmer d'un des thèmes de La Balade sauvage que je trouve pour moi qui est une des meilleures BO de tous les temps et qui fonctionne extrêmement bien dans True Romance, avec des sonorités un peu métalliques de la ville de Détroit. Par exemple, le générique de début, moi, m'embarque totalement et c'est un très grand film. Et puis, il y a ce que tu disais pour Life Boy Scout, c'est que c'est un mec qui sait, Tony Scott s'est vraiment donné les meilleurs pour les acteurs, et c'est vraiment un film d'acteurs en l'occurrence. Les méchants sont géniaux, qu'ils soient mineurs, James Gandolfini, enfin vraiment, ils sont tous magnifiques, et c'est vraiment magistral, et il met tout son âme dans ce cinéma, et c'est vraiment son meilleur film. True Romance, ça se trouve aussi en DVD, VOD, ça vaut vraiment le détour, vous l'aurez compris. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, recommandations de nos chroniqueurs, 2 minutes chacun à peu près, pour convaincre. On reste dans et autour de la filmo de Tony Scott si possible. David, tu commences. Comme on n'a pas beaucoup parlé de sa filmo finalement, je vais parler d'un de ses films. En fait, j'aime beaucoup la fin de la filmo de Tony Scott, et parmi ses 3 derniers films, il y en a un que je trouvais exceptionnel, que j'ai vu un peu tard parce qu'au moment de sa sortie, j'en avais entendu beaucoup de mal, et puis la bande-annonce donnait l'impression d'un film complètement con. C'est Déjà Vu. Déjà Vu de Tony Scott, donc avec Denzel Washington, que je trouve un film mais vraiment magnifique sur comment lutter contre ce qui paraît irrémédiable, comment essayer de changer voilà ce qui s'est passé, et voilà, ça parle de cinéma, c'est un grand film de mise en scène. Moi, c'est un film qui résonne beaucoup aussi avec une filmographie d'un cinéaste que j'adore, qui est Shyamalan, et qu'on ne verrait pas trop là-dedans, mais voilà, c'est un film que je recommande vraiment énormément. Stéphane. Moi, je vais recommander son premier film, The Hunger. Donc je vais vraiment à l'inverse. C'est un film qui est intéressant à voir aujourd'hui parce que c'est un film qui a vieilli, hein, très honnêtement. C'est 1983, voilà, c'est une relecture sur les notes de David Honora. c'est une relecture du mythe du vampire très arty, très marqué en fait par l'esthétique des années 80. On sent déjà aussi qu'il était sous l'influence de son frangin à l'époque, quoi. Et il s'en est avec Catherine Deneuve. Voilà, avec Catherine Deneuve, avec Suzanne Sarandon et David Bowie. Mais c'est un film en fait qui recense tout ce que Tony Scott a toujours voulu faire au cinéma, en fait, jusqu'à ce qu'il se dirige vers les films de studio, quoi. Donc c'est assez fascinant comme film. Ça ressort, je crois, en Blu-ray chez Warner Archive aux États-Unis, donc ça sera peut-être l'occasion de jeter un œil dessus aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est le premier vrai film de Tony Scott avant justement qu'il fasse True Romance 10 ans après et qu'il reprenne plus ou moins la main sur sa carrière, quoi. Et vous me laissez peu de choix, alors du coup, moi je vais prendre évidemment Top Gun, qui est son plus grand succès commercial et qui est un film avec ses qualités, c'est énormément de défauts, mais qui est un film passionnant à analyser, non pas que pour son côté homo-érotique, mais aussi parce qu'il a lancé, vraiment propulsé Tom Cruise au sommet du box-office, qui a fait la star. C'est vraiment le film qui a fait la star qu'il est aujourd'hui. C'est un film absolu qui écrit déjà les premières lignes du military porn que Michael Bay suivra. Et donc c'est un film vraiment passionnant à re-regarder aujourd'hui parce qu'il est à la fois un peu idiot, c'est vraiment l'incarnation du film un peu des années 80, un peu étrange aujourd'hui, mais que je regarde avec un grand plaisir et qui parle surtout aux gamins que j'étais à 10 ans, et je regardais ça avec des avions et tout cet aspect de relationnel à la mécanique qui est vraiment pour moi typiquement les années 80. Tu cherchais aussi un peu ton identité à l'époque, je comprends beaucoup. Je voulais être pilote, évidemment. J'ai bien compris, merci. Merci à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci à Sébastien Salis, à la technique, à Pierre Chaffanjon pour les petits extraits, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, on conclura notre série d'été avec une spéciale Carpenter. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur William Friedkin, sur De Palma, sur Christopher Lee. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique. Ça va aller? Est-ce que vous êtes prêts?
vas chanter maintenant ?